Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des mercredis de la Supply Chain consacrée à la préparation de commandes dans le domaine du e-commerce. Alors j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table des spécialistes de la logistique, de l'organisation, de la mécanisation, de la robotisation, et c'est alors à eux que je vais demander donc de poser mes questions et leur demander dans un premier temps de bien vouloir se présenter en commençant par Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour, Agathe Gravier, je suis directrice de la Business Unit Consumer Product, donc textile, cosmétique, chez Arvato. Arvato, donc c'est un groupe allemand qui fait 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'international et 140 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Et nous faisons partie du groupe Bertelsmann. Merci, Alban. Bonjour à tous, Alban Delassus. Je suis directeur commercial pour la division AutoStore de chez Kardex. Kardex est une entreprise très présente en intralogistique, une entreprise basée en Suisse, cotée en bourse en Suisse. Et voilà, donc je m'occupe moi d'une grosse partie de l'Europe. Merci. Ludovic. Bonjour à tous, donc moi je suis Ludovic Fénelon, je suis directeur commercial marketing chez Scalog. Donc Scalog, on a une petite dizaine d'années, on est des experts de l'étagère mobile, donc autrement appelé Goods to Man en tout cas. Le e-commerce pour nous c'est quelque chose, c'est un secteur qui est assez présent chez nos clients. On a une dizaine de clients dans ce secteur-là, dans différentes activités, le retail, le food, le pharma, etc. Et jusqu'à maintenant on a déployé 80 sites avec 2000 robots. Voilà, donc on est ravis de partager notre retour d'expérience autour de ce secteur. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi, Laurent. Laurent Grelois, donc j'anime les équipes commerciales de Domatic en France. Domatic, groupe mondial, un des leaders mondiaux de l'intralogistique, et avec tout un panel de solutions de mécanisation, automatisation, robotisation pour notamment la préparation de commandes e-commerce. Merci de nous accueillir. Merci Thierry pour finir. Bonjour à tous et à toutes, Thierry Père, donc je suis sales manager chez Movu Robotics, qui est filiale du groupe Sto, qui fait un chiffre d'affaires d'1,2 milliard au niveau mondial. Sto est le premier fabricant mondial de rayonnage à palette et équipements traditionnels. Movu Robotics est plus petit. On fait quand même 150 millions de chiffre d'affaires et on a un backlog de 300 millions, ce qui veut dire qu'on a quelques années devant nous, de belles années devant nous. On est en plein développement et accessoirement, au-dessus de nous, il y a un petit actionnaire qui s'appelle Blackstone. D'accord. Vous êtes équipementier et intégrateur, c'est ça? Non, on est purement équipementier et les canaux de vente il y a deux canaux, soit en standalone sur des installations relativement simples, ou on travaille avec des grands noms du marché qui peuvent être, je ne veux pas en citer, mais qui intègrent nos solutions à travers soit des solutions de palettes automatisées pour le stockage automatique de palettes, ou de solutions de préparation de commandes de type Goods to People ou Goods to Man. Personne. Vous vous rappelez? Oui. Voilà. Donc plutôt destiné sur des applications de préparation de commandes dites de détail, des applications e-com ou B2B de toute façon. Merci. Merci. Agathe, quand on parle de préparation de commandes dans le domaine du e-commerce, qu'est-ce qui différencie vraiment en termes d'organisation? Quel type d'organisation mettre en place et qu'est-ce qui diffère l'organisation de la préparation de commandes e-commerce d'une préparation de commandes lambda? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un stock unique entre le B2B et le B2C pour des raisons financières. Et ensuite, il faut vraiment que ce soit une décision de la marque, donc de l'entreprise, d'avoir une organisation jointe, en tout cas réfléchie de manière conjointe, et il faut qu'il y ait les mêmes objectifs entre les équipes de vente B2C qu'entre les équipes de vente traditionnelles. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation logistique, majoritairement, toujours le stock est commun. C'est l'intérêt d'ailleurs. Et ensuite, dans le process, à un moment donné, il peut y avoir une bifurcation entre la partie B2C et B2B. On peut aller assez loin, puisqu'on peut faire, nous, pour un client en distribution cosmétique, on va après la préparation de commande. Jusqu'à la préparation de commande, on a le même circuit, on a les mêmes équipements exactement. Et juste après, il y a une bifurcation, puisqu'on fait la préparation de commande pour cette marque-là en box plastique pour le B2B, on le fait en carton pour le B2C. Et donc, après le picking,
les cartons sortent et vont sur des tables de valeur, enfin pour la personnalisation. Et donc c'est là que se fait la bifurcation. Mais sinon, finalement, l'organisation, elle peut être assez harmonisée et unique jusqu'à assez tard dans le process. Donc ça, c'est pour un process automatisé. Pour un process manuel, en général, on a toujours le stock commun et après, il peut y avoir des zones de picking différenciées, puisque pour le picking B2B, on sera plutôt sur de la palette et du colis et un petit peu à la pièce, alors qu'on sera complètement sur de la pièce pour le B2C. Et pour le B2C, on fera souvent de la préparation massifiée, un certain nombre de commandes, une centaine de commandes par exemple, avec du tri en ruchier après. Donc ça dépend si l'entrepôt est mécanisé ou pas. Et voilà, le process il est commun jusqu'à un certain point et après il se différencie. Après c'est de la différenciation retardée, comme on dit, avec des prestations à valeur ajoutée, un emballage un petit peu sympa, un petit mot d'accompagnement. Voilà, des rajouts de flyers, etc. Le petit cadeau qui va bien. Tout à fait, voire faire graver le verre, quand c'est de la cosmétique. Et ça vous, chez Arvato, vous faites bien sûr. Tout ça, oui, bien sûr. Donc on le fait pour des clients cosmétiques par exemple, mais voilà, plein d'autres clients aussi. D'accord. En termes de système d'information, est-ce qu'il faut un système d'information, un WMS, vraiment adapté à cette activité ou n'importe quel WMS du marché, j'allais dire, fait l'affaire? Je pense que la plupart des WMS du marché sont adaptés maintenant au e-commerce, puisque la plupart des entrepôts, enfin beaucoup d'entrepôts sont multicanaux. Après, chez Arvato, on utilise SAP, on a adapté le SAP traditionnel à nos métiers et on est en partenariat avec SAP depuis 2001. On a 500 ingénieurs IT qui bossent sur SAP et on les a adaptés à nos métiers. Par exemple, pour ce qui est de ma BU, SAP est adapté au textile, à la cosmétique, donc au textile avec des particularités comme la gestion des suspendus et des pliés, la cosmétique avec la matière dangereuse, la tech, c'est les numéros de série. Et le healthcare, c'est tout ce qui est, par exemple, limite, traçabilité, etc. Donc on a vraiment, avec l'aide de nos équipes, adapté SAP à nos métiers, qui sont ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire la tech, la consumer product et le healthcare. Alors on parle aussi beaucoup de l'OMS, qui est la couche qui permet justement de faire du multicanal. Vous pouvez nous en parler aussi? Oui, pour un de nos clients en cosmétique, on gère l'OMS parce qu'on propose ça aussi. Donc nous, on prend tous les outils chez SAP, aussi bien le WMS que le WCS, que le TMS et l'OMS. Et pour ce client-là, on est en fait l'intermédiaire entre tous leurs sites web, puisque c'est une société de cosmétiques qui a énormément de marques. Donc on est l'intermédiaire entre tous les sites web et tous leurs marketplaces aussi, la logistique et les call centers qui gèrent les retours, etc. Et voilà, la gestion des retours. Donc c'est vrai que ça permet d'abord d'avoir un stock consolidé. Donc c'est ce qui est important aussi. Il faut avoir un stock en temps réel pour que chaque site sache si le produit est disponible ou pas. Donc voilà, l'order management system il sert à faire tous ces liens et à avoir une visu du stock en temps réel. Alors, tout à l'heure, vous faisiez la distinction entre un entrepôt automatisé et non automatisé. À quel moment on prend la décision d'automatiser un entrepôt? Pourquoi faut-il automatiser la préparation de commandes? Est-ce que c'est une question d'une typologie de produit, une question de volumétrie En fait, il faut tout considérer. Évidemment, il faut considérer le produit. Il faut considérer surtout l'assortiment, si c'est la profondeur et la largeur de l'assortiment. Les volumes, évidemment, pour des petits volumes, on n'automatisera pas. Parce qu'il faut quand même un ROI. Donc, pour qu'il y ait un ROI, il faut du volume. Oui. Et est-ce qu'il y a une typologie de produits en particulier, des produits, est-ce qu'on peut par exemple faire de la préparation de commandes avec des produits volumineux J'imagine, moi dans mon secteur, je suis plutôt sur du produit sensible, matière dangereuse ou du produit qui casse, etc. Ou du textile suspendu, tout ça, ça marche. Il y a des systèmes qui sont spécifiques pour ça. Après, j'imagine que pour le meuble, ça existe aussi. En général, le meuble, c'est souvent du kit, du meuble en kit, donc c'est du carton. Et en ce qui concerne la préparation de commandes manuelle, donc pourquoi justement certaines activités restent des activités de préparation de commandes manuelles? C'est souvent des volumes assez faibles, ou après de l'hyper-personnalisation. Mais en effet, dans un système qui peut être automatique, on peut avoir des parties, on peut sortir de l'automatisme pour faire de la personnalisation. D'accord. Ludovic, vos clients, c'est qui?
Nos clients, ça va être des gens qui font du textile, Ouais. dans le e-commerce ou de la distribution spécialisée, pas mal d'enseignes de bricolage, Oui. hein, donc avec des formats de produits qui sont divers et variés, Ouais. parce qu'on est sur des solutions d'étagères mobiles, donc on a la particularité de pouvoir adresser des gens qui ont des formats de produits grands comme ça, des tout petits produits, donc c'est vrai que du coup on va attirer naturellement des gens dans le bricolage, des gens dans l'alimentaire. Ouais. On voit pas mal de clients aussi dans le parapharmacie, pharmacie. Ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est nos clients. Voilà, on a aussi des prestataires logistiques. Et c'est vrai qu'un prestataire logistique, il va peut-être avoir un contrat avec un acteur de l'alimentaire et puis ensuite un contrat avec un acteur qui fait du textile. Et c'est vrai qu'on a des prestataires logistiques qui ont choisi nos solutions parce que justement elles sont souples en termes de format de produit et aussi de profil de commande, ce qui leur permet finalement d'utiliser la même solution Ouais. et de l'amortir avec des volumes. Ouais. Oui, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les entrepôts étaient faiblement automatisés. Le fait d'arriver sur le marché avec justement des solutions flexibles, hein, qu'on peut dimensionner à la taille du client, finalement rend cette préparation de commandes automatisée accessible finalement au plus grand nombre. Hein, parce que... Oui. Alors, nous, en fait, pour vous donner un chiffre, on estime que si aujourd'hui une activité sur du picking, il y a 3 personnes en manuel, Ouais. ça peut commencer à être intéressant. Parce qu'on a une solution qui est relativement accessible. Ouais. C'est-à-dire que la petite marge, le ticket d'entrée est assez faible, ce qui permet finalement d'avoir des solutions qui sont rentables à partir de 1000 lignes par jour. Donc 1000 lignes de commandes e-commerce par jour, ça représente 300 commandes, 400 commandes par jour. Donc il y en a plein, des e-commerçants qui ont ce volume-là. Et puis après, on a aussi des clients, alors là c'est plus des prestataires logistiques, qui vont avoir une zone Scalog et dans laquelle il va y avoir plein de petits clients. Un client qui fait 50 commandes par jour, un autre qui en fait 200, un autre qui en fait 400. Mais c'est la même solution, ce sont les mêmes robots, c'est le même logiciel. Et ça permet finalement à des 3PL de pouvoir adresser un marché qu'ils n'avaient pas avant parce que trop petit, par exemple. Voilà, on a des clients qui ont choisi Scalog aussi pour ça. Pourquoi on automatise la préparation de commandes? C'est pour gagner de la vitesse, c'est pour fiabiliser la qualité de la préparation, c'est pour gagner de l'argent? Alors moi j'aimerais bien, je vais vous partager en fait un retour d'expérience de nos clients. Quand ils choisissent un système d'automatisation, ils se posent 3 questions. La première c'est, est-ce que la solution elle permet d'augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle me permet de réduire mon coût et d'améliorer ma marge? Et est-ce qu'elle me permet de réduire mon risque? Alors, la réponse à la deuxième qui consiste à dire à diminuer mon coût logistique, c'est assez évident. On va gagner de la productivité, on va gagner de la surface, donc tous ces gains-là sont chiffrables et ça permet de donner un retour sur investissement. Mais par contre, c'est un peu moins évident pour l'augmentation du chiffre d'affaires. Et pourtant, moi j'ai quelques exemples. J'ai un exemple d'un client dans la distribution de courses à domicile. Et donc, il avait un système d'entrepôt très, très, très contraint, parce que c'était en centre-ville, en Suisse. Et en fait, il était limité en nombre de commandes qu'il pouvait prendre par jour. Parce qu'il savait qu'avec son process manuel, son espace assez restreint, il pouvait faire X commandes par jour, il ne pouvait pas prendre de commandes en plus. Le fait de lui avoir amené une solution d'automatisation, ça lui a permis de gagner de la capacité et donc d'augmenter son chiffre d'affaires journalier. Voilà, donc ça, ce sont des exemples qui permettent finalement de justifier aussi des solutions d'automatisation. Et puis après, sur la gestion du risque, c'est un peu plus évident. C'est vrai qu'on a des clients qui ont du mal à recruter. Donc qu'est-ce qui se passe si demain, mes intérimaires qui ont été recrutés hier, qui font l'affaire, ne viennent pas le lendemain? C'est problématique, parce que si on ne sort pas les commandes, c'est compliqué. Moi, j'ai un client qui m'a partagé une fois un retour d'expérience, avant de mettre en place la solution Scalog. Je lui demandais comment est-ce qu'il recrutait ses intérimaires. Il m'a dit, c'est très simple, je leur donne rendez-vous le lundi à 8h, tous ceux qui viennent, je les prends. Vous voyez, donc en fait, ça aussi, des solutions d'automatisation permettent aussi de gérer et de diminuer le risque qui a un impact direct sur le business, en fait. Laurent, chez Domatic, vous avez aussi constaté une évolution très, très, très forte. Hein. Vous êtes parti de systèmes, j'allais dire de cathédrales, automatisés, de systèmes très, très
très complexes, très difficiles à installer, à des solutions beaucoup plus flexibles, évolutives aussi. Ça a changé beaucoup de choses pour vous? Ça correspond tout à fait à l'évolution des besoins. Donc on a besoin d'entendre les besoins des clients, entendre le marché pour pouvoir s'adapter. Donc évidemment, nos solutions doivent s'adapter également, en termes de taille de solution, en termes de réponse. On parle de la préparation de commandes e-commerce ici, mais la préparation ne s'arrête pas finalement au picking des produits. Comment je réceptionne mes produits, comment je les mets à disposition le plus vite possible. Comment je m'assure de pouvoir livrer. Une des motivations de nos clients, c'est aussi le coût de transport ou le délai de transport. Comment j'assure la satisfaction de mon client, comment je garantis le service que j'ai vendu à mon client. Et ça fait aussi partie des solutions qu'on se doit de proposer aujourd'hui. Même question, vos clients c'est qui? C'est plutôt des grands groupes, ça peut aussi être des sociétés plus petites? Tout type de profil. Et vous mettiez l'accent justement sur l'évolution des solutions. C'est aussi vrai du coup dans le profil des clients qui font appel à nous. Il n'y a plus besoin d'avoir un niveau de stock ou un niveau de ligne ou même une maturité par rapport à l'automatisation pour accéder à des solutions automatisées. On a des petites solutions adaptées, évolutives, qui peuvent se déménager. Et ça attire énormément de monde qui se disait justement l'automatisation, c'est pas pour moi. C'est trop gros, c'est trop complexe, mes équipes ne suivront pas, etc. Ça, c'est toute une première partie. Et il y a une deuxième partie qui vient parce qu'ils sont obligés. Ludovic en parlait, mais des gens qui connaissent la pénurie de main-d'œuvre, des gens qui ont envie, par exemple, d'augmenter leur bâtiment ou de changer de bâtiment et que finalement, compte tenu des contraintes ou du contexte, ont du mal à trouver des mètres carrés supplémentaires et se doivent d'optimiser les mètres carrés existants. Donc ça fait aussi partie des nouveaux clients, en tout cas des nouvelles motivations pour partir vers l'automatisation. Alors quand on pense automatisation, on voit le matériel, les équipements, on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'informatique, tous les systèmes d'information. Ça aussi c'est hyper important. C'est de plus en plus important. On a parlé de WMS et d'OMS tout à l'heure, ce sont plutôt des systèmes hôtes, des systèmes en amont. Ça fait partie aussi des éléments différenciants. Oui, bien sûr. Nous, on s'est doté d'OMS et du WMS pour pouvoir packager des solutions dans leur globalité, mais ça descend évidemment jusqu'au WCS, donc le système de contrôle vraiment du système automatisé sur site, qui se doit d'être le plus simple à opérer donc pour les opérationnels au quotidien, mais avec une puissance de plus en plus importante parce qu'on nous demande de plus en plus des combinaisons de solutions. Donc on n'a pas toujours la solution miracle qui permet de traiter tous les types de produits, tous les types de commandes, etc. Tout ce qu'on a déjà évoqué. Et quand on passe à une combinaison de solutions, qu'on doit séquencer le traitement, séquencer les produits, s'assurer que l'ensemble des sous-systèmes fonctionnent ensemble, il faut forcément un système de pilotage qui soit robuste, fiable, et aussi avec des capacités d'évolution. Est-ce que les clients ont vraiment conscience de ça? Non. Évidemment que non. Non, évidemment que non. Et même certains s'en rendent compte très très tard. Ça nous arrive même de reprendre des sites existants qui ont été équipés et qui ne sont pas suffisamment bien armés en termes de software. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus souvent. Ça fait partie de mon rôle, du rôle de l'équipe, de venir apporter cette valeur ajoutée et bien expliquer, d'être pédagogue avec le client pour bien expliquer pourquoi il y a besoin d'avoir ces fonctionnalités-là. C'est pas juste j'appuie sur le bouton, ça tourne tout seul et ça fonctionne. Et puis aussi la compatibilité avec les autres outils de l'entreprise. Évidemment, on parlait des SAP tout à l'heure, mais évidemment tous les WMS du marché aujourd'hui sont intégrés avec un système domatique. Donc on se doit aussi d'être les plus réactifs et les plus souples possibles par rapport au marché. Alban, vous êtes chez Cardex, mais vous vous occupez plus particulièrement de la ligne AutoStore, pardon, j'allais dire un gros mot. J'allais citer un concurrent. AutoStore, donc c'est une solution. On a l'habitude de dire le Rubik's un petit peu, qui permet de concentrer un peu les références dans un endroit restreint, puisqu'il n'y a pas d'allée entre le stockage. C'est une solution qui s'est considérablement développée. C'est devenu, c'était presque une petite révolution, cet AutoStore-là. Comment vous expliquez ça et quels sont aujourd'hui les gens qui font appel à AutoStore? AutoStore, c'est vrai que c'est toujours une révolution. Alors c'est bien implanté dans différents marchés. Je citerai l'Allemagne. C'est plus une révolution en Allemagne, ça l'a été.
Mais effectivement, alors pour revenir un tout petit peu sur cette jeunesse du cube, puisque c'est ça, on appelle ça, maintenant on a dû leur attribuer un nom à cette solution un peu unique, le Cubic Storage System, les systèmes de stockage cubique. Ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, c'est sorti de la tête d'un géotrouve tout norvégien qui avait besoin de trouver une solution pour ses propres opérations. Voilà, donc en Norvège, il a imaginé ce cube qui est complètement contre-intuitif parce qu'effectivement, on supprime les allées, on supprime tout l'espace entre les bacs, contrairement à d'autres systèmes plus traditionnels de stockage sur étagère, par exemple. Et on demande à des robots de venir récupérer ces bacs, ce qui est limite, de prime abord, est contre-intuitif parce que ça limite l'accès à tous les bacs. Donc on s'est vite rendu compte. L'idée derrière est très simple, c'est qu'on la connaît tous quand on est dans la logistique, c'est ces fameuses lois de 80-20, donc la loi de Pareto, qui fait qu'en fait, la plupart des références dont on a besoin pour préparer une commande se retrouvent en haut du cube, et donc beaucoup plus rapide, facile d'accès. Donc c'était une révolution, c'était peut-être même un peu trop une révolution, puisque ça a mis du temps à démarrer. Je vous parle de cette invention avant l'an 2000, et c'est qu'à partir de 2005, 2008, disons, que des clients commençaient à adopter ce genre de système. C'est l'e-commerce peut-être parce que ça correspond voilà, exactement. Ça correspond aussi avec le boom du e-commerce. Or pas seulement, mais effectivement le e-commerce pour pouvoir répondre à ces problématiques qu'on a citées d'espace, principalement d'espace, cette solution commençait à être reconnue comme étant révolutionnaire. Et voilà. Et il y a eu cette explosion. À partir de... Bon, il y a eu une première explosion de 2008 jusqu'à 2000, pendant 10 ans, 2018. Rapidement, on est arrivé à ce qu'on connaît tous. On est tous passés par cette épreuve difficile du Covid, mais ça a encore plus fait exploser la demande. Et voilà. Maintenant, ce sont des systèmes qu'on retrouve, enfin, qui sont naturellement demandés par les clients, par nos clients, que ce soit des prestataires logistiques ou d'autres types de clients. J'en arrive à la deuxième partie de votre question, quel type de clients on retrouve. Donc naturellement, ces clients, dont je vais citer quelques exemples, naturellement, quand ils font un appel d'offres, inclut d'office une solution AutoStore, pas que AutoStore évidemment, puisque toutes les solutions ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais AutoStore est maintenant très souvent en tout cas shortlisté. Voilà. Et donc les types de clients que nous, Cardex, alors Cardex, nous, on est très présent dans l'industrie, dans différents types d'industries, pharma, automobile, spare parts, donc pièces de rechange, mais aussi en e-commerce, aussi en alimentaire. On a un très grand panel de clients. Et grâce à notre partenariat mondial avec AutoStore, on a aussi pu s'adresser plus facilement de manière plus évidente à des clients. Typiquement, on a beaucoup de succès avec les prestataires logistiques, comme Arvato par exemple. Donc prestataire logistique, on est toujours très présent dans l'industrie. On voit la demande arriver en préparation de commandes pour l'alimentaire, la pharma, puisque Cardex était déjà très très présent en pharma, donc on a nous accès facilement à la pharma, aussi le luxe. Mais ce que j'allais dire, enfin, finalement, AutoStore s'inscrit dans le prolongement logique de votre activité historique, hein. Vous faisiez déjà du good to man ou du good to person, comme on veut, déjà il y a longtemps, parce que les grosses armoires rotatives, c'était déjà ça, c'était un peu le même principe. Hein. C'est ça. Sauf qu'elles n'étaient pas cubiques, elles étaient verticales. Plutôt des parallélépipèdes rectangles. C'est ça, plutôt. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un ADN commun. C'est vrai que Cardex, avec ses tours verticales, donc c'est le produit phare de Cardex, quand on parle d'armoire verticale de stockage, Cardex est souvent associé à ça. Et il y a la compacité du stockage qu'on retrouve chez AutoStore, puisque sur quelques mètres carrés, on peut stocker énormément de produits. Et puis, effectivement, le fait d'amener ces produits en opérateur. Donc, c'était un peu une sorte
de précurseurs du good to man au même titre que les systèmes type mini-load, etc. Ouais. Voilà. Et je pense que Laurent ne dirait pas le contraire, hein, puisque vous êtes également distributeur d'AutoStore. Hein. Tout à fait, je confirme. Ok. Thierry, on a parlé de mécanisation, d'automatisation, on parle de plus en plus de robotique. Alors autant les entrepôts étaient pas très automatisés il y a quelques années, mais alors les robots, on ne parlait pas du tout. Et pourtant, maintenant, ça devient de plus en plus, je vais dire presque la norme, enfin peut-être pas jusque-là, mais on automatise quand même de plus en plus la préparation de commandes. Et on robotise de plus en plus la préparation de commandes. On automatise de plus en plus, on robotise de plus en plus également. Ouais. Il faut bien voir que la première approche, par exemple, qu'a Movu et son leitmotiv premier, c'est No Warehouse Left Behind. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on s'adresse en fait à n'importe quel acteur du marché, quelle que soit la taille, que ce soit une PME, voire parfois des TPE, puisque les e-commerçants démarrent très souvent comme étant des TPE qui démarrent très très vite avec des croissances qui peuvent être faramineuses. Donc nous, on a créé des concepts qui se rapprochent du Cubic Storage avec une possibilité quand même d'aller un petit peu plus haut et d'aller chercher des hauteurs de bâtiments logistiques classiques de 10, 12, 15 mètres. Sachant que maintenant, on est tous confrontés à une nouvelle loi, c'est la ZAN. J'en avais déjà parlé dernièrement, mais... Zéro artificialisation nette. Exactement, ce qui fait que globalement, maintenant, on va avoir tendance à aller chercher de la hauteur. Et donc, on est de plus en plus assujetti à travailler et traiter des projets avec une certaine hauteur. Et qui fait que Movu a conçu des solutions, que ce soit pour la préparation détail, ou que ce soit de la préparation gros volume en colis complet ou en palette, pour aller chercher de la hauteur. Donc on va parler d'automatisation, effectivement, on va parler de robotisation aussi, puisque nous, on parle de robots, nos technologies, à travers l'Atlas 2D ou le Iskala, ce sont des robots qui se déplacent et qui vont aller chercher des supports, qui vont être mis parfois à disposition d'autres robots pour traiter à une échelle plus petite des préparations dites de détail à l'unité, et ensuite ça va devenir des préparations e-com ou ce qu'on veut. On va bientôt voir des robots comme ça là. Je pense qu'on y viendra. Après, il va se poser une problématique. Ces robots-là répondront à des problématiques de pénibilité et pas des problématiques pour le moment de productivité. Donc je pense que globalement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est à l'heure de l'IA, tout le monde en parle, personne ne sait exactement ce que c'est, mais on est tous confrontés à ça. Ce qui nous arrive en fait, c'est que les clients n'ont plus peur de la robotisation ou de l'automatisation, puisqu'il y a quelques années de ça, il y a 30 ans de cela, quand on parlait d'automatisation, ça faisait peur à tout le monde, parce qu'on avait peur de la panne, on avait peur de tout un tas de choses. Maintenant, les technos qu'on met en œuvre, et à travers Movu et à travers nos technologies, mais je peux en parler au nom de tout le monde, puisque tout le monde potentiellement pourra intégrer nos solutions ici autour de la table. L'idée, c'est que on puisse donner des solutions et offrir des solutions qui sont pérennes, qui sont évolutives et qui sont redondantes, qui font que globalement, quelle que soit l'évolution du client, que ce soit un 3PL ou pas, je prends l'exemple du 3PL, le 3PL, sa problématique est de pouvoir en fait sécuriser au maximum son investissement. Le ROI, on en parle tous, mais le ROI, on l'a vraiment que quand on arrive à être, on parlait de multicanal, mais on est aussi multi-client. Quand on est multi-client, les investissements qu'on va faire, on va pouvoir les générer et les amortir sur plus long terme. Un investissement de 10, 12, 15, 20 millions d'euros, ça ne s'amortit pas en 5 ans. Si on amortit 20 millions en 5 ans, ça veut dire que quelque part, on va commencer déjà un petit peu à balayer devant sa porte, on n'aura plus besoin en fait d'investir. Et dès l'instant où on a des ROI ou des ROI qui sont sur suffisamment long terme, on a des capacités d'amortissement qui sont assez longues parce que ce sont des équipements qui sont très fiables et qui sont pérennes maintenant dans le temps. On est tenu à donner une garantie sur les pièces de rechange, mais aussi sur la survie, la durabilité des équipements, ce qui fait que globalement, les investisseurs, quels qu'ils soient, n'ont plus vraiment peur. C'est passé dans l'art de vivre, c'est devenu quotidien, c'est comme le véhicule électrique. Maintenant, on ne s'inquiète plus de savoir si le véhicule électrique est fiable ou pas fiable. On va se poser la question de savoir si on peut honorer une distance, mais à part ça, on est tous ravis de passer à l'électrique, même si quelque part, il peut y avoir quelques effets de bord. La robotisation, l'automatisation, c'est la même chose. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, il faut être, à mon sens, clairvoyant, il faut être capable d'aller sizer correctement les équipements pour répondre à des besoins actuels
futures, mais pas non plus sur des échéances à très long terme, parce que là, il y a un risque, c'est qu'est-ce que va devenir le e-com demain? On n'en sait rien. L'effet informatique qui est apporté à travers le multicanal fait que ce qu'on ne peut plus avoir chez l'un, on peut l'avoir à travers un marketplace chez l'autre, mais en passant par le même canal financier. Ça veut dire que les infrastructures logistiques sont plus les mêmes. On ne s'adresse plus exactement de la même manière. Ce qui veut dire que les équipements, en fait, le tout, en fait, doit être vu comme étant un ensemble. L'informatique fait partie d'un process, au même titre que les équipements qu'il va y avoir dedans, qu'on s'appelle Movu, qu'on s'appelle, j'allais dire AutoStore, mais que ça s'appelle Scalog ou Dematic. On fait tous partie d'un ensemble, et cet ensemble-là va répondre à des besoins et des attentes qui sont en fait des clients comme Arvato. Vous pensez qu'on va vers des solutions as a service, enfin des solutions locatives? On n'en est pas loin, oui. Ouais. Oui. Alors sur certains critères, on n'est pas loin de ça. On a souvent l'offre Movu, on le voit à travers la demande de nos intégrateurs. C'est d'avoir l'offre de base de départ qui permet en fait de traiter le flux quotidien et d'avoir en fait la possibilité d'adjonction des équipements, comme vous le dites, as a service, voire même d'avoir carrément les robots mis à disposition. Ça devient... il y a toujours un minimum de personnalisation, parce que à travers notamment le monde de la palette, on se dit le monde de la palette ne concerne pas le e-commerce, pourtant c'est la clé de départ, parce que c'est celui qui alimente en fait tous les points, tous les éléments finaux. À un moment donné, si on veut avoir des petites choses, il faut qu'à un moment donné, il y a des grosses choses qui soient transportées. Et tout ça rentre dans un ensemble. Le modèle as services, on se rapproche des demandes WMS. En mode SaaS, par exemple, on n'en est pas loin sur la partie automatisation. Il y a des choses qui resteront quand même propriétaires. Alors, certains font le choix de gérer la préparation de commandes en propre, d'autres font le choix d'externaliser. Pourquoi à un moment donné, un e-commerçant décide de confier sa logistique à un prestataire, Agathe? Tout d'abord, le e-commerçant, son cœur de métier, c'est de marketer un produit et de le vendre. Donc, je pense que la première décision, c'est se concentrer sur son métier et nous laisser faire le nôtre. Oui. Voilà. Donc, ensuite, c'est aussi une partie réduction des coûts, parce que nous, on a quand même d'abord, on a des entrepôts multi-clients, on a des synergies qui font que nos prix sont meilleurs. Ensuite, nous, on peut investir pour nos clients. Et je pense qu'un e-commerçant, il n'a pas toujours envie d'investir, de mettre tout son pouvoir d'investissement sur la logistique. Sur d'AutoStore ou sur des robots. Donc il laisse le prestataire faire. Et puis le dernier point, c'est que le prestataire, d'année en année, il est de plus en plus expert, son équipe est de plus en plus experte, il est au fait des nouvelles technologies. Voilà, donc on est sûr d'être au bon niveau en termes de logistique. Oui, se concentrer vraiment sur son métier qui est de vendre. Tout à fait. Et puis de confier finalement toutes les prestations annexes à un spécialiste, quoi, vraiment quelqu'un dont c'est... Et qui reste spécialiste parce que c'est son métier. C'est vraiment le métier, oui. Alors, il est 15h03, je me tourne vers la régie et plus particulièrement vers Hervé, et à qui je dis bonjour Hervé. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Des questions Hervé, s'il te plaît. Oui, et nous avons des questions très très précises. Bien. Tant mieux. Alors, en cas de pénurie, comment faire pour prioriser, en cas de pénurie d'un article, comment faire pour prioriser entre les commandes web et les commandes B2B? Ça, c'est le client qui décide. Alors... C'est le client qui va nous dire. C'est pas nous qui prenons la décision. Pour le coup, là, c'est un input client. Est-ce que dans les systèmes automatisés... Sur le comment techniquement on peut faire, oui, en effet, les systèmes d'information sont prévus maintenant pour ça. On parlait de fonctionnalités WMS ou de fonctionnalités WCS. Un certain nombre de paramétrages peuvent permettre soit d'être définis, soit dans le mode d'urgence, de créer des alertes sur des niveaux de stock. On va s'efforcer d'ailleurs d'éviter la pénurie. C'est-à-dire qu'on va s'efforcer de mettre le stock à disposition le plus vite possible. Je vais en parler tout à l'heure, comment on fait pour accélérer le processus de réception, processus de mise en stock, tout ce qui est contrôle qualité, etc. Mais on va aussi s'efforcer lors du process de préparation de commande de faire en sorte que le stock reste fiable. Et souvent, les process de type goods to person permettent plus facilement d'inventorier le stock en même temps qu'on pique. Typiquement, un exemple très très simple, je mets un seuil à 5.
Si on me présente un contenant avec 5 pièces ou moins, je demande à l'opérateur, est-ce que vous confirmez qu'il y a bien 4 pièces dans le bac? Oui, non. Et ça permet justement d'anticiper la pénurie et donc d'éviter d'avoir à gérer une priorisation entre B2B et B2C et servir tout le monde finalement. Je voudrais apporter quand même une petite observation, parce que j'ai le souvenir d'un e-commerçant qui disait les choses à juste titre. Un client, sa démarche d'achat, s'il ne peut pas avoir le produit le lendemain, la vente est perdue. C'est-à-dire que très souvent, les achats sur le e-commerce sont des achats spontanés, qui ne répondent pas obligatoirement à un besoin direct. On passe devant quelque chose, on a vu, on a interpellé, clac, je prends, je clique, j'ai. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas le stock, etc., globalement, la vente est perdue. Et j'aurais tendance à répondre à notre interlocuteur, à notre auditeur, que si on devait prioriser, c'est plus facile d'échanger ou de discuter avec une personne physique que l'on a en face de soi, un commerçant qui va dire « je ne peux pas l'avoir, mais je peux vous l'avoir sous 2 jours, sous 3 jours ». Si vous ne traitez pas la demande par e-commerce, vous perdez la vente. Et puis de façon plus mécanique, la vente e-commerce, le produit e-commerce, il est déjà vendu, c'est déjà du chiffre d'affaires. Le produit B2B, c'est un réappro de magasin, donc potentiellement on peut avoir tendance à s'orienter sur je priorise le B2C pour satisfaire le client. D'où la nécessité d'avoir un bon LMS qui permet de diriger finalement le produit. Et d'avoir un bon système de préparation de commande qui assure qualité, parce que si on a une qualité de préparation de commande et qu'on fait des inventaires tournants, comme Laurent vient de l'expliquer, normalement, le stock est plus fiable. Donc on limite la pénurie normalement. Mais après, il peut y arriver des pénuries, c'est-à-dire il y a des e-commerçants qui remontent pas en temps réel leur stock dans les entrepôts, qui prennent des commandes, donc après il faut gérer. Et c'est là où l'OMS entre en ligne de compte pour pouvoir dire, bah tiens, normalement la préparation elle se fait sur le site 1, j'ai pas de stock, mais par contre sur le site 2 il y en a. Donc je vais déclencher une préparation. Alors après il y a des délais, etc. de préparation, de transport, de transfert d'un site à un autre. Mais aujourd'hui c'est pour ça que quand vous commandez sur Amazon, vous commandez 3 produits, vous recevez des fois 2 colis, des fois 3. Parce que ça n'a pas été préparé sur le même site. Mais par contre, pardon, on le voit bien, l'annonceur est livré par, est fourni par, et 2 produits identiques peuvent avoir le même prix délivrés par 2 entreprises différentes. C'est ça l'intérêt et ça n'a rien à voir avec l'organisation, c'est la souplesse de pilotage. Après, les pénuries, je pense que c'est vraiment une question software. Si un client voit sur un site d'un e-commerçant qui a la disponibilité d'un produit, enfin que le produit est affiché en tout cas, il va vouloir l'acheter s'il y a une pénurie, c'est un problème. Donc en fait, on en revient au software de la solution mise en place dans l'entrepôt qui doit savoir les stocks de manière instantanée, avoir un compte de stock précis, on en revenait à ce que tu disais Laurent, pour pouvoir donner cette information au e-commerçant qui ne présente plus le produit à la vente. S'il est visible par le... S'il est visible, il va vouloir être acheté. L'internaute sait qu'il est vendable et donc il est réservé à cette personne-là. C'est vrai. Et on le voit, j'ai été surpris dernièrement, j'ai rencontré un site, un e-commerçant pur qui utilise un outil de présentation, de mise en avant de ses produits. Et derrière, il y a un WMS, mais qui est complet, c'est-à-dire qui intègre les fonctions WMS, OMS, TMS. Et j'en avais jamais entendu parler. Et il est aussi performant en termes d'exploitation et de pilotage qu'un SAP ou qu'un Manhattan ou qu'un Reflex ou qu'un Audacio. C'est assez surprenant pour des structures qui sont relativement petites. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que derrière, ils sont à la recherche de pouvoir mettre à disposition et d'honorer en fait l'engagement client d'une manière générale, parce que de toute façon c'est ce qui nous contraint tous tôt ou tard, et d'avoir ce respect-là pour pouvoir en fait à tout temps délivrer et pouvoir en fait gagner de l'argent simplement. La finalité reste là. Hervé. Pour des articles très hétéroclites, existe-t-il des systèmes d'assistance au choix du packaging ou carton pour aider l'opérateur et optimiser la préparation des commandes web? Alors, on sent que là, il y a une attente vraiment très précise. On va faire un atelier, WMS. Alors, d'abord, en fait, c'est pas tant les systèmes d'automatisation qui vont dire
Voilà, il faut prendre ce colis-là, ce colis-là, ce colis-là. Généralement, c'est des fonctionnalités qui sont dans les WMS, avec des systèmes, des fonctions qu'on appelle de précolisage, où là, en fait, on a une base article, et puis il y a l'algorithme de WMS qui permet de descendre, en fait, dans la préparation de commande, dans le flux d'informations, qui va demander au système de préparation, bon voilà, quand tu commences ta commande, tu prends ce format de colis-là et tu rajoutes ce produit, ce produit, ce produit. Donc ça, c'est généralement des solutions qui sont assez fiables à condition d'avoir des données logistiques fiables et qu'on n'a pas des produits très hétéroclites. Là, j'entends que la question, c'est plus pour des produits hétéroclites, et c'est vrai que nous, par exemple, chez certains de nos clients, qui ont des produits divers et variés, qui n'ont pas forcément des fonctions très poussées de précolisage, qui n'ont pas donné entière satisfaction. Et dans ce cas-là, eh ben, on va indiquer à l'écran des informations qui vont parler à l'opérateur et qui vont l'aider à faire son choix entre un ou deux formats, voilà, par exemple. Ça fait partie d'un travail d'ensemble de solutions, l'expression de besoin. Là, ici, on aurait un client qui nous dirait « j'ai des produits hétéroclites, j'ai besoin de faire un emballage autour de ce produit-là ». Ben, on va envisager différentes possibilités. Une possibilité, c'est évidemment de faire un précalcul qui permet de choisir le bon contenant. On a aussi aujourd'hui des solutions qui viennent s'adapter aux produits. Donc ça, c'est aussi une autre opportunité. Et après, se posera la question toujours, mais c'est bien la question du jour, comment on réussit la préparation de commande e-commerce? Est-ce qu'on s'autorise à faire 1 colis, 2 colis, 3 colis? Où est finalement le bon levier entre le financier, l'efficacité, l'ergonomie? Vouloir mettre absolument un gros colis avec un gros produit avec un petit produit, peut-être qu'au final, ça ne fait pas de sens sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble de la solution. Et ensuite, pour avoir des bases articles qui donnent le plus d'informations et qui permettent de mieux emballer, on fait en réception de la mesure des produits, géodatage automatique. Et donc, comme ça, nos bases articles sont vraiment hyper justes et derrière, le process est plus fluide aussi. On arrive à mieux mesurer, etc. Et en effet, nous, chez Arvato, on a aussi des machines qui emballent autour des articles, donc pour être plus proche des articles que l'on prépare. Thierry et Alban. Pour avoir travaillé précédemment dans un autre acteur de la logistique, on avait différents systèmes qui se proposaient à travers des machines et des stratégies différentes. Ce qui est très clair, c'est quand on est dans un environnement avec des produits très hétérogènes, des commandes qui peuvent être très variées, il peut y avoir aussi différentes stratégies. Au lieu de faire du pick and pack, on peut faire du pick and pack. Parce que le précolisage, ça marche pas toujours. Quand on veut faire cohabiter 2 petits produits comme ceci, on a beau calculer les volumes. Quand on veut faire cohabiter, est-ce que je peux mettre ça dans le verre, etc. Donc, ça va être difficile de pouvoir remplacer les hommes à un moment donné. Donc, quand on a vraiment des activités très diverses et variées, en volumétrie de produits, il peut être intéressant de changer sa stratégie et d'emballer après avoir préparé. Et donc, de choisir, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Agathe, des solutions wrap qui permettent d'emballer autour, mais ça peut être aussi de dire, quand j'ai l'ensemble des pièces qui sont devant moi, je choisis le bon colis. Parfois, ça peut être aussi simple. Alban ? Oui, pour compléter un tout petit peu ce que disait Agathe, c'est vrai qu'en amont, il faut pouvoir, pour pouvoir faire du précolisage, avoir les dimensions exactes. Donc, on peut intégrer un système de préparation de commande automatisé, un système pour mesurer le volume. Ça, c'est une chose. Et si on veut faire ça, il faut avoir aussi un gros niveau, un niveau assez haut de lignes de commandes par jour pour pouvoir investir dans ces systèmes-là automatisés ou semi-automatisés. Et en aval de la préparation, là aussi, l'emballage autour du produit, il faut aussi avoir un gros niveau de commande. Donc, je pense que on s'attaque à des gros acteurs de l'e-commerce qui potentiellement sont capables d'investir dans de telles solutions. Alors, si on a des volumes de commandes moins importants, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et donc là, le choix va être complètement manuel. Et il n'y a pas une solution. À moins d'être sur du multi-client. À moins d'être sur du multi-client, tout à fait. D'où la nécessité de passer par un prestataire. Arvato. Arvato de préférence. C'est Arvato, c'est bizarre. Hervé. Quels sont les principaux avantages à s'adresser à un intégrateur ou à un équipementier? Alors, plutôt, j'imagine que en direction du fabricant, du fabricant lui-même. Alors, moi, je peux essayer de répondre parce que moi, je suis dans le monde de la logistique depuis toujours, donc je travaille dans le monde du logiciel, équipementier maintenant. J'ai travaillé chez des prestataires logistiques.
Donc j'ai été à un moment donné client, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va à des grands salons, et même nos clients nous le disent, on pensait arriver en se disant, c'est bon, la techno qu'il nous faut, c'est celle-ci. Ils ressortent du salon, ils repartent avec plus de questions qu'au départ. Ouais. Donc c'est là où c'est vrai que les cabinets de conseil sont pas mal parce qu'ils sont agnostiques, ils sont censés l'être. Ils sont censés l'être. Voilà, donc il faut bien choisir son cabinet de conseil qui va permettre de débroussailler, et généralement c'est pour éliminer des solutions. Après, c'est vrai qu'un intégrateur, il a aussi cette capacité normalement de pouvoir dire moi j'ai toutes les technos à mon portefeuille. Et c'est vrai que nous, chez Scalog par exemple, qui sommes équipementiers, nous on sait dire quand c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ne perd pas notre temps avec des projets qui ne se feront pas, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de ROI, à un moment donné, il n'y aura pas de projet. Donc voilà. Après, ça dépend il y a certaines sociétés qui sont assez importantes et qui ont des compétences en interne pour pouvoir faire ce choix. Mais c'est vrai, quand on est sur des plus petites structures dont ce n'est pas du tout le cœur de métier, c'est là où effectivement aller vers un 3PL, ça peut faire sens. Mais sinon, des cabinets de conseil ou des intégrateurs, je pense que c'est... Oui. Des fois, effectivement, les cabinets de conseil ou les intégrateurs ont une vision plus large, plus 360. Mais c'est vrai aussi que certains sont des fois, sont faussement agnostiques, parce qu'ils sont des fois associés aussi... Ouais, puis ils ont leur méthode, ils ont leur domaine de compétences et puis leur zone de confort. Donc globalement, de toute façon, on voit de tout. L'idée, c'est de dire, comme vous le disiez, c'est de garder un maximum de flexibilité et de souplesse. J'imagine mal quelqu'un qui conçoit ou qui vend des autostores aller faire la promotion d'un shuttle ou quelque chose comme ça. Donc quelque part, de toute façon, l'approche, il faut qu'elle soit le plus neutre possible. Ce qui est clair également, c'est que les intégrateurs, par définition, alors il y a deux types d'intégrateurs. Il y a les intégrateurs constructeurs et puis les vrais intégrateurs. Donc globalement, c'est très difficile. Ce qu'il faut, c'est quand on rencontrer quelqu'un, il faut prendre l'information telle qu'elle est, avoir de la curiosité. Maintenant, on a la possibilité d'accéder à plein de technologies à travers le web, à travers tout un tas de supports qui permettent de voir en fait le savoir-faire des constructeurs et de dire tiens, j'ai eu ça m'intéresse, j'aimerais pouvoir l'explorer. Ou d'assister au mercredi de la supply chain avec. Alors, j'allais vous le tendre, la main, mais vous m'avez coupé avant, j'ai pas eu le temps de le faire. Je peux compléter et rebondir sur la question tout à l'heure, Jean-Philippe, sur aussi le software. Dire la puissance de l'intégrateur, la puissance de l'équipementier, c'est de savoir dire aussi quand sa solution n'est pas la meilleure solution adaptée au client. Et je pense que, comme le soulevait un peu Thierry, c'est pas toujours évident de faire le refus de vente, on va dire. On va pouvoir aujourd'hui, nous, partir d'une expression de besoin et aller choisir la technologie ou la combinaison de technologies qui va bien, mais surtout on va pouvoir aussi intégrer l'ensemble avec le package software qui va bien, et donc piloter la solution de bout en bout. Donc choisir un intégrateur ou choisir un équipementier, ça dépend aussi de la complexité du projet, ça dépend de où on part, de ce qu'on a envie de faire, etc. De la taille de l'entreprise, du nombre de lignes, de la typologie des produits. Chaque projet va être étudié en tant que tel. On peut utiliser un cabinet conseil pour s'orienter, en effet, il faut bien choisir, mais l'avantage aussi de ces cabinets conseils, c'est aussi d'apporter l'expérience et la méthodologie par rapport à comment je me lance dans l'automatisation. C'est souvent, même si en effet les gens ont de moins en moins peur de l'automatisation, il ne suffit pas juste de dire tiens, je vais mettre de l'automatisation. Il y a tout un travail à faire. On sent le grand professionnel qui ne veut pas se mettre à dos les cabinets conseils. Alors, il y a le joker. mais surtout le point important par rapport au cabinet conseil, c'est que ce n'est pas le cabinet conseil qui doit construire la solution. Le cabinet conseil doit accompagner le client dans l'expression de ses besoins. C'est la réalisation de son cahier des charges. Il y a aussi un point très important, c'est qu'un équipementier, c'est le cas, un fabricant, c'est le cas d'AutoStore, c'est le cas de Scalog, ils sont obligés, enfin en tout cas c'est une bonne idée de leur part, de passer par des intégrateurs parce qu'ils veulent se développer dans plusieurs marchés géographiquement. Et donc il faut qu'ils puissent avoir des équipes, c'est très difficile d'avoir des équipes dans tous les pays. Donc il y a un moment où il faut passer par des intégrateurs qui soient locaux, puisqu'on a un projet dans un pays en particulier, avec un acteur dans ce pays.
soit globaux, parce que ce sont des entreprises mondiales qui ont des bureaux un peu partout aussi. Donc il faut prendre ça en compte, les intégrateurs ont souvent plus facilement accès à tous ces lieux géographiques pour pouvoir faire des projets. J'imagine qu'ils peuvent aussi combiner différentes solutions pour prendre la solution la meilleure pour le client. Quoi. Tout à fait, oui. Oui. Hervé. À partir de quel volume de lignes de commande peut-on envisager une automatisation? Et sur les différents types de mécanisation et robotisation, quel est un ROI acceptable en nombre de mois ou d'années? Alors, moi, j'ai apporté un élément de réponse au début. Voilà. Donc, peut-être que la personne a pris la référence en cours. Non, mais c'est que tu t'es mal exprimé. Merci. Vas-y. Je vais pouvoir me réexprimer. Alors, je vais parler pour Scalog parce que voilà, on connaît bien. Nous, généralement, on dit qu'à partir du moment où il y a 3 personnes qui font de la préparation de commandes en manuel, on peut commencer à regarder. Et généralement, 3 personnes, ça dépend évidemment des flux, etc. Mais on va dire que 3 personnes vont préparer un petit millier de lignes de commande par jour, si on parle de e-commerce en process manuel, à la commande, etc. Voilà, on peut commencer à regarder. Et généralement, moi je dis, si on a un ROI qui est au-delà de 5 ans, ça c'est pas pour nous. Voilà. Donc nous, généralement, les retours sur investissement que constatent nos clients, on est à moins de 3 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup plus de clients dans le 3PL que pas dans le 3PL. Hein, donc en termes de volume d'activité, évidemment, pas en nombre de sites. Parce que justement, on arrive à adresser ce marché parce qu'on a des durées de ROI qui sont inférieures généralement à la durée des contrats. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'à un moment donné, en fonction de la taille des flux, c'est vrai que Scalog ne peut pas être adapté à certaines typologies de flux, certaines typologies de produits, donc il y en a pour tout le monde. Mais en tout cas, je pense qu'on a une solution qui a un ticket d'entrée qui est relativement accessible. Après, effectivement, il faut regarder le ROI. Et nous, on calcule le ROI de nos projets qu'on partage avec nos clients, nos prospects, pour savoir si ça fait sens ou pas. Mais sur certaines grosses réalisations, on a parlé de 12 ans, 15 ans de ROI. Bien sûr. Mais après, tout dépend de ce qu'on met dans le calcul de ROI. Des fois, l'automatisation est la seule réponse possible à l'atteinte d'un nouveau business ou d'une capacité supplémentaire ou au fait de pouvoir rester dans un bâtiment ou ce genre de choses. Et donc, le but du jeu n'est pas d'aller forcément chercher un gain financier à court terme, mais juste d'assurer la pérennité de l'activité, voire d'assurer le développement de l'activité. Et quand c'est comme ça, cet investissement-là, on peut le comparer à un investissement bâtiment ou à un investissement dans un nouveau magasin ou un genre de choses. Sauf que les technologies évoluent très vite et que c'est difficile d'investir sur 15 ans quand on ne sait pas ce que sera la technologie dans 15 ans. On est d'accord, mais aujourd'hui, il y a des transstockers qui tournent depuis 40 ans, des convoyeurs qui tournent depuis 50 ans. Sur des activités stables. Bien sûr. Mais quand je parlais tout à l'heure d'amortissement, je ne parlais pas de ROI. L'amortissement fiscal, sur une solution automatisée, on peut l'étendre sur 10-15 ans sans problème. Le ROI, par contre, lui, il est entre 3 et 7. D'accord ? Ce qui veut dire qu'entre 7 et 15, il y a 8 ans où c'est globalement une vraie rentrée financière. Donc ça veut dire que l'installation est pérenne pendant encore au moins 15 ans. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Bien sûr. De toute façon, toute technologie appelle à des évolutions, que ce soit des rétrofits ou des choses comme ça. Bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui... Mais par contre, le marché actuel, on va vers... le besoin écologique de faire perdurer les équipements. Pendant très longtemps, on prenait le téléphone, on balançait, on changeait, et maintenant c'est fini, quoi. Il faut qu'on arrête ça, parce qu'on va à notre perte, tout simplement parce qu'on surconsomme, et donc on a besoin aussi d'apporter un minimum de stabilité et de pérennité sur les investissements et sur les acquisitions. Ce qui veut dire que globalement, un achat quelconque, à changement et évolution radicale du besoin, on passe de préparation de détail ou de textile, et puis le lendemain, on distribue des chars ou des munitions, ça va être on risque de faire le grand écart. Mais si on est dans un périmètre qui se ressemble, on aura une exploitation qui va être pérenne dans le temps. On parlait de ROI, mais et je posais la question de que mettons-nous dans ce ROI combien coûte la perte d'un client si j'ai pas atteint mon délai de livraison, ou si j'ai pas prélevé le bon produit, combien ça me coûte de pas pouvoir développer le business dans telle région parce que j'ai pas suffisamment de capacité de traitement. Comment réussir la préparation de commande, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais on n'a pas parlé de retour, on n'a pas parlé de réintégration de produits, de la deuxième vie du produit ou le second choix, etc. Enfin, il y a tellement de choses, si on tire le fil, il y a tellement de choses derrière qui peuvent venir alimenter ce ROI
n'a pas parlé de RSE, mais comment réussir à mettre ces éléments-là dans un calcul de ROI? Là, pour le coup, c'est nos amis conseils qui peuvent vraiment travailler sur des outils pour qu'aujourd'hui, le ROI, c'est pas juste j'avais 50 TP avant, maintenant j'en ai 30, boum, j'ai un écart de 20, ça fait combien d'années? C'est beaucoup plus complexe que ça, de calculer le ROI de ce type de solution. C'est exactement ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de présenter à nos clients, mais c'est de présenter les choses de cette manière-là. C'est pas que combien j'économise de TP, c'est tout ça, les mètres carrés gagnés, etc. Pour moi, il y a un ROI évident et immédiat parmi. C'est que, tout simplement, quand on évite de déménager, parce que pour continuer à survivre, il faut qu'on pousse les murs, donc on ne peut pas. Donc, comme on fait, immédiatement. On pense AutoStore. On pense à une solution compacte. Et puis, il y a un autre élément, en fait, parce que souvent, quand on est sollicité, je pense que c'est le cas de l'ensemble des intégrateurs équipementiers, c'est qu'est-ce que ça va donner dans un an, je fais 30% de croissance par an. Et puis après, c'est 10% par an. Mais on nous pose rarement la question, qu'est-ce qui se passe si mon flux il diminue? C'est que ça devient quoi mon coût logistique? Parce qu'il y a quand même des coûts fixes quand même. Est-ce que c'est toujours rentable si demain je fais 10%, 15% de chiffre d'affaires en moins? Moi j'ai un client, c'est pas la majorité de nos clients, heureusement, un client qui lui a une baisse de chiffre d'affaires liée à une réglementation qui a changé. Donc il a accusé le coup. Et en fait, il avait un schéma directeur logistique où il avait un entrepôt central avec des petites agences satellitaires autour de cet entrepôt. Il avait Scalog en centrale, et le fait d'avoir un système qui est capable de traiter des flux avec des centaines de lignes par commande et des flux avec 2-3 lignes par commande lui a permis de se dire j'ai un super outil en centrale, je vais remonter mes flux en centrale et du coup je vais rajouter des volumes pour amortir en fait mon coût. Donc en fait ça lui a permis finalement d'avoir un coût logistique qui est quasiment ISO, alors qu'il a constaté une baisse de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc en fait, c'est pour ça que la souplesse et l'évolutivité, c'est un élément essentiel. Évidemment, on parle souvent de la croissance à croissance, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a de la décroissance? Donc c'est une question vraiment à se poser aussi. C'est une bonne remarque. Hervé? On va terminer par un tour de table. Cette fois, tu prends ma place. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre solution phare GTP? Et si possible, le nombre de lignes à partir du moment où il y a un ROI sous un temps raisonnable, 3-5 ans. Oui. Moi, j'ai déjà répondu. 2 fois. Alban? Alors moi je pense que ça va être une surprise pour personne, mais c'est vrai que j'ai déjà dit, AutoStore est très souvent considéré comme une des solutions dans les shortlists en tout cas. Moi je suis prestataire logistique, donc moi chez nous on a un département études qui étudie toutes les solutions qui existent sur le marché et qui propose à nos clients une combinaison de ces solutions en fonction du besoin. Donc, et puis comme vous le disiez, en termes de ROI, nous on est quand même drivé par les durées de contrat de nos clients. Donc voilà, je pense qu'on va avoir répondu également. Merci Thierry. Comme je le disais tout à l'heure, de notre côté, notre leitmotiv, c'est No Warehouse Left Behind. Ça veut dire tout simplement tout le monde a accès à ces technologies d'automatisation. On n'est pas toujours le mieux disant par rapport aux besoins, comme tout à chacun. Donc, interrogez-nous et on vous servira. Je vais répondre indirectement à la question. On a publié une étude comparative de nos différentes solutions Goods to Person. Elle est disponible sur notre site internet et elle peut être envoyée à qui voudra, donc n'hésitez pas à demander. Et ça permettra aussi de se faire une opinion par rapport à ça. Merci. On n'a pas parlé d'IA. Est-ce que vous pensez que l'IA, dans un avenir plus ou moins lointain, va changer quelque chose à la préparation de commandes? Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On y est déjà. Oui. Ludovic? On est déjà dans ça, parce que c'est vrai que, par exemple, nous, on est, donc Scalog, il y a des étagères dans une zone fermée avec une flotte de robots à l'intérieur. Il y en a chez certains clients une centaine dans une même zone. Donc forcément, ces robots cohabitent entre eux, et c'est un peu comme sur la route. Il peut arriver n'importe quoi. Et on n'est pas capable de prédire à l'avance que le robot, il est parti de là, je sais que dans 30 secondes, il est exactement là, et donc je peux... Non, ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, on utilise justement l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser tout ça, prédire tout ça, et anticiper des événements qui pourraient arriver dans la zone. Voilà. Et puis après, derrière, en station, il y a l'opérateur. On ne connaît pas sa vitesse. On peut l'estimer, on peut l'approcher,
Mais quand il y a des nouveaux intérimaires qui arrivent, évidemment, ils ne sont pas à la productivité cible au bout de 5 minutes. Hein, donc, ça veut dire que la cadence de l'opérateur aussi influe sur la circulation des robots et l'approvisionnement des étagères. Donc, en fait, tout ça fait appel à de l'algorithmie en temps réel qui évolue en constance, et c'est un peu une forme d'intelligence artificielle. Après, c'est vrai que moi, c'est pas notre métier, mais c'est vrai que je vois beaucoup de tout ce qui est bras articulés, etc., comme derrière, là. Je pense que ça, il y a beaucoup plus, ça fait beaucoup plus appel à l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images, etc., je pense. Mais... Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. Merci de votre éclairage. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle table ronde dans le cadre des mercredis de la Supply Chain. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.